Déjà, dans les 4 témoignages, la question des outils et des ressources est ressortie de manière assez systématique. Donc, les outils, les ressources qui sont accessibles tant bon, à la police, là, au service de police, mais aussi dans les écoles. Donc, je me demandais s'il y en avait d'autres sur le panel qui voulaient se prononcer là-dessus, là, à la lumière des témoignages, à savoir, par exemple, bon, M. Darnaud nous parle de ses expériences lorsqu'il était adolescent. Les ressources ne sont plus les mêmes. On ose espérer qu'il y en a plus. Je ne sais pas, Mme Beaumont, si vous pouvez vous prononcer là-dessus. En fait, des ressources pour les élèves puis pour les jeunes qui souffrent, qui sont vraiment victimes, là, ils ne sont pas encore assez suffisantes. Encore faut-il qu'ils soient capables d'aller la demander ou que quelqu'un soit attentif à ça. Parce que, comme me disait tout à l'heure Marc-André, très souvent, quand tu penses que tu ne vaux pas la peine ou que c'est toi qui es poche ou c'est toi qui cloche, tu ne vas pas non plus prendre la peine de demander parce que peur de te faire dire non ou encore peur de passer pour différent encore plus. Sauf que la souffrance psychologique qu'il y a derrière tout ça, c'est quelque chose à laquelle il faut vraiment s'attarder beaucoup. Et tantôt, quand je parlais des témoins, je voulais dire aussi la population, l'éducation, je veux dire, dans tout ce qu'on a entendu tout à l'heure, le regard des autres est très, très important. Mais le regard des autres, quand quelqu'un voit une personne souffrir, qui rit un peu jaune, là, mais c'est de l'appeler à se mobiliser puis à faire quelque chose et même ne pas accepter. Et c'est dans ce sens-là qu'on fait l'éducation actuellement dans les écoles le plus possible pour accepter bon, les différences, mais aussi on dit aux enfants dénoncer, intervenir. Mais il faut faire attention de leur dire comment intervenir parce qu'il y a des jeunes qui disent bon, j'ai vu une victime se faire intimider, bon, je suis rentrée dans le tas, je leur ai dit arrêtez-vous, puis c'est moi après ça qui est arrivé chez nous en pleurant. Donc, c'est important de choisir les mots et d'expliquer si tu penses que tu peux intervenir, si tu te sens toi-même en sécurité, fais-le. Mais il y a d'autres façons d'aider une victime que d'intervenir sur le champ. Et tout à l'heure, quand Marc-André, encore je reviens au témoignage, où toute l'école peut rire, où toute l'école peut se mettre sur le dos d'un autre, ils peuvent même pas trouver ça grave. Ils peuvent trouver ça juste drôle. Mais ça, c'est le manque d'éducation et c'est vraiment important de continuer et d'intégrer dans les programmes scolaires vraiment les notions de respect, mais aussi qu'est-ce que ça peut faire aux individus. Donc, vraiment, là, mobiliser. Puis les adultes aussi peuvent trouver ça drôle, comme on a entendu tout à l'heure, mais c'est de ne pas avoir conscience de la souffrance que ça peut causer à répétition et à répétition et à répétition. Donc, les écoles vont toujours avoir besoin de ressources, mais ce n'est pas juste les écoles. Okay? Parfois, pour certains enfants, l'école est un havre de paix et de sécurité pour qu'est-ce qu'ils ne trouvent pas à la maison. Mais c'est vraiment une collaboration de tout ce monde-là. Comme moi, je viens parler peut-être tout à l'heure un petit peu de la recherche. Bon. Ensuite, la loi. Ensuite, bon, les témoignages. Tout ça mis ensemble, c'est ensemble qu'il faut qu'on travaille tous à comprendre qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est pas l'affaire des écoles, puis c'est pas l'affaire juste des parents, puis c'est pas l'affaire juste la victime qui se retrouve toute seule. Mais il y a tellement de monde autour que c'est vraiment difficile à accepter que les gens se lèvent pas puis fassent pas quelque chose. Et quelque chose, c'est à chacun de savoir qu'est-ce qu'il peut faire. Voilà. Au niveau, rapidement, Madame Blanc, au niveau des outils et des ressources, est-ce que vous vous sentez outillé, M. Bouchard, à intervenir tant auprès des enfants qu'auprès des adultes, par exemple? Moi, je vous dirais que nos conférences puis les interventions qu'on va faire auprès des jeunes sont basées sur les données qu'on va les donner puis les connaissances qu'on va aller chercher de nos partenaires. Ressources. Nous, en fait, là, le travail des policiers, c'est quand on constate une situation, c'est de s'assurer que la victime soit prise en charge, qu'il y ait un suivi qui soit apporté. Et si la victime désire aller plus loin dans un processus judiciaire, notre job, c'est de l'accompagner dans ça, d'expliquer le processus, de comment ça fonctionne. Et souvent, Mme Blanc l'a dit tantôt, je m'excuse. Mme Blanc l'a dit tout à l'heure. Souvent, les policiers vont dire, la perception des gens, c'est peut-être que les policiers vont essayer de décourager les gens à porter plainte, alors que c'est pas vraiment le cas. L'idée, c'est d'expliquer le processus judiciaire, à quoi ça consiste, comment ça fonctionne. Donc, ces éléments-là doivent être pris en compte, mais notre travail comme policier, c'est d'envoyer, de référer les personnes aux ressources communautaires, aux services d'aide. Et il y en a
plusieurs. Est-ce que chacun a ses champs de compétences? Oui, je pense qu'on est assez outillés pour ça, mais il faut vraiment référer les personnes aux bons endroits. D'accord. Madame Blanc, vous vouliez prendre la parole? Oui, bon, évidemment, moi, j'ai porté plainte à Montréal et dans la région de la Naudière. Je n'ai pas fait affaire avec l'excellent service de police de la Ville de Québec. Mais j'ai quand même eu l'expérience avec le SPVM et avec la Sûreté du Québec, qui sont quand même deux corps de police importants. Et quand je dis qu'ils n'ont pas de ressources, ils n'ont pas de ressources. Évidemment, puis quand je comprends aussi, quand vous dites qu'on essaie, évidemment, quand on prend une plainte, on essaie de voir le sérieux de la plainte. On essaie surtout de voir est-ce que cette plainte-là peut éventuellement passer le cap d'une cour criminelle, ce qui est tout à fait légitime. Puis je comprends aussi que vous avez des ordres de priorité. Évidemment, quelqu'un qui s'est fait poignarder, on s'entend que c'est un crime qui est probablement plus grave que quelqu'un qui s'est fait bitcher sur le web. Ça, c'est tout à fait légitime. Cependant, une fois qu'on a décidé qu'une plainte est recevable, bien que l'enquêteur qui soit affecté à cette plainte-là n'ait pas les outils technologiques et la formation, et que même le procureur de la Couronne ne puisse pas prendre connaissance de la preuve à partir de son bureau, c'est quand même aberrant. Et évidemment, je ne parle pas de la Ville de Québec, parce que c'est pas là que j'ai fait ma plainte, mais à Montréal, c'est le cas. On s'entend que Montréal, c'est quand même la métropole du Québec. Alors, il me semble qu'il y a de la place pour avoir des ressources. Puis quand j'en parle, parce que j'ai été conférencière à un service que je ne peux pas nommer, mais qui regroupait la plupart des corps de police du Québec, les officiers qui étaient présents, ils avaient l'air d'être pas mal d'accord qu'il manquait de ressources. Maintenant, d'autres ressources qui existent, puis évidemment que ça vaut la peine de nommer. Au moment où on se parle aujourd'hui, je sais qu'il y a la Fondation Émergence et Gay Écoute qui fait justement une initiative pour que le bullying arrête en ligne. Je ne me souviens plus exactement du nom, mais ils font un effort. Aussi, évidemment, Gay Écoute, il y a le GRI, le groupe d'intervention, de recherche et d'intervention sociaux, quelque chose, qui s'en va dans les écoles pour parler aux jeunes, puis justement parler de la différence, puis il faut accepter la différence au niveau de l'orientation ou de l'identité sexuelle. Il y a ça à Québec, il y a ça à Montréal, il y a ça à une couple de régions. C'est très, 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 très bien. Des réunions comme aujourd'hui, c'est formidable. Mais on se rend compte que surtout pour l'intimidation au niveau des adultes, le gros problème, puis vous l'avez mentionné, c'est les gens qui sont autour. Les gens qui sont témoins de ça, puis qui ferment le gueule, puis qui trouvent ça drôle, et qui même des fois amplifient. Alors lui, le bullying, là, le bully, l'intimidateur, il est encouragé à continuer parce qu'il devient populaire. J'écœure quelqu'un sur Twitter, puis on me retweet plusieurs fois, puis on trouve ça drôle. Ça, c'est scandaleux. Ces gens-là, à un moment donné, mettez-vous à la place de celui qui se fait écœurer, là, c'est pas drôle. Puis évidemment, aussi, il y a tout l'aspect du pseudo-anonymat qu'on se cache, puis qu'à un moment donné, on pense qu'on n'est pas touchable, mais c'est pas le cas. Merci. En fait, j'apprécie, Mme Blanc, que vous ayez parlé de quelques ressources. Madame Beaumont a parlé un peu de comment on peut d'emblée intervenir, à savoir inviter la victime, par exemple, à définir ses expériences ou encore parler explicitement de ce que ça implique, le harcèlement avec les intimidateurs. Mais nous, en tant que commun des mortels, si on connaît une personne qui est victime de cyberintimidation, que ce soit un enfant ou un adulte, ou encore si on connaît une personne qui harcèle, un cyberharceleur, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, comment est-ce qu'on peut intervenir auprès de ces personnes-là? Comment est-ce qu'on peut les accompagner? Et quelles sont les ressources à notre disposition pour pouvoir mieux les soutenir dans ces expériences-là? Oui? Si on essayait de limiter les réponses à 2 minutes. Oui. Alors, c'est sûr qu'on va avoir une réponse, Anne-Sophie, dépendant de la position qu'on occupe. Bon, moi, j'ai une formation en psychologie. C'est certain que je vais suggérer et je vais encourager les enseignants, puisque je passe à l'école, d'être à l'écoute puis de vraiment observer. Quand un enfant vient mal suite à des interventions, quand un élève ou un adolescent, on peut le voir, on est des humains, on voit comment le jeune reçoit le commentaire ou l'insulte, le propos. C'est pas obligé qu'on sorte notre charte, c'est-tu de l'intimidation ou ça ne l'est-tu pas. Il faut vraiment être sensible puis revoir, se repositionner. On est des humains, donc on pourrait-tu s'aider un peu plus?
Il y a l'aspect aussi de... dans les écoles, les enseignants sont pas bien formés à ça. Et ils ont tendance à vouloir multiplier les programmes d'intervention et tout ça. Sauf que les programmes d'intervention pour prévenir l'intimidation et la violence dans les écoles, ça fonctionne à condition que les personnes, donc les humains qui l'appliquent, ont vraiment une concertation, qui sont conscientisés, qui travaillent ensemble dans le même sens et qui développent des valeurs semblables. Alors, à la limite, c'est mieux un groupe qui travaille ensemble, qui a des valeurs, qui véhicule tout ça sans programme déterminé, qu'un groupe scolaire qui aura le plus beau programme au monde, qui aura été évalué, mais qui s'applique difficilement. Donc, au niveau de l'intervention, je pense qu'il faut vraiment cibler sur la formation du personnel scolaire, effectivement, mais aussi l'appel, je reviens, puis je le redis, l'éducation, l'appel aux témoins, l'appel à tout le monde, puis développer des valeurs. Juste une anecdote, puis ensuite, je vais passer le micro. Dans une école où j'avais un projet de recherche avec une école où il y avait des élèves, où il y avait des problèmes très graves de comportement. Après 2 ans, le directeur me disait que, moi, ce que je trouve le plus troublant et positivement troublant, c'est que maintenant, quand il y a quelqu'un qui se fait tabasser ou qui se fait harceler dans la cour de récré, ce que je vois, c'est qu'il y a une gang qui prend, qui sépare les élèves, et ce ne sont plus les adultes qui interviennent, ce sont les enfants, les adolescents qui interviennent. Il dit ça, pour moi, c'est une victoire dans mon école, parce que je vois qu'il y a des valeurs qui sont passées, puis le fait d'intimider puis de harceler, tu n'es plus vu comme un king quand tu fais ça. Alors, c'est vraiment, encore une fois, quelque chose sur lequel il faut vraiment travailler. On a beaucoup de travail à faire. Je vous dirais, moi, je fais beaucoup dans le même sens que Mme Beaumont. Donc, si je continue, je vais répéter la même chose que Mme Beaumont. Donc, je vais passer le micro à Mme Blanc. Est-ce que Mme Blanc, vous avez quelque chose à dire sur le sujet? Bien, j'avais commencé à en parler tantôt. Évidemment, il y a beaucoup de ressources. Il y a la responsabilité individuelle. Moi, je pense que ce qu'on a besoin, évidemment, comme je l'ai démontré tantôt, il y a maintenant une escouade spécialisée en pédopornographie à la Sûreté du Québec parce que JIA a fait un reportage, que ça a fait des pressions, que le gouvernement s'en est mêlé. On va peut-être avoir une escouade sur la cyberintimidation au niveau des jeunes, parce qu'il y en a une couple qui se sont suicidés, puis que ça a monté au premier ministre Harper, puis que là, il fait une commission pour se demander s'il n'y avait pas des trous dans la loi. Je pense qu'il n'y a pas de trous dans la loi, je pense qu'il y a un manque de ressources. Puis évidemment, peut-être qu'on va arriver à ça, mais pour l'homophobie, pour la cyberintimidation d'adultes, à un moment donné, il va falloir que, évidemment, il y ait un scandale, que ça monte dans les médias, puis que les députés s'en mêlent. Fait que gênez-vous pas d'en parler à vos députés, gênez-vous pas de vous dire que vous pensez que c'est un besoin, gênez-vous pas de porter plainte, gênez-vous pas de documenter votre plainte. Souvent, quand on parle de ressources, bien évidemment, si on parle strictement au niveau des enfants, je pense que c'est le devoir des parents d'apprendre comment Internet fonctionne, de surveiller ses enfants, d'apprendre à faire des copies d'écran et de dire à ses enfants que vous allez surveiller ce qu'ils font en ligne et de le faire. Comme ça, les enfants vont s'auto-censurer eux-mêmes. Et idéalement, c'est sûr qu'un ordinateur dans la chambre d'un jeune de 14 ans, il y a un problème. L'ordinateur devrait être dans un endroit public et que les parents surveillent ce qui se passe sur l'ordinateur. Puis pour les adultes, parce qu'il y a beaucoup d'intimidation au niveau des adultes, puis souvent, mais évidemment, ça va soit du côté civil ou du côté criminel. Bien, du côté des adultes, ça prendrait sans doute des politiques et des publicités sociétales pour changer des comportements. On a réussi à aider le monde à mettre leur ceinture de sécurité et à boire moins au volant. Bien, ce serait le fun d'arriver à convaincre les gens d'arrêter d'écœurer les autres sur le web. Et moi, j'ai travaillé sur... J'ai eu mon cas personnel, mais j'ai des cas là, sur Facebook, là, notamment une personne extrêmement bien vue dans la société, un chirurgien, puis à un moment donné, ça s'est à donner qu'il s'est fait voler son iPhone et qu'il n'y avait pas de mot de passe sur l'iPhone, bien, des photos pornographiques de lui, il était toto, là, mais il y avait des photos dans son iPhone, ça s'est ramassé sur son Facebook, ça s'est ramassé sur son Twitter, puis là, on le faisait chanter. Des cas de même, là, il n'y en a plus. On n'en parle pas. Puis on s'entend que quand tu as un nom et qu'il y a des photos de toi tout nu qui commencent à circuler, là, assez fatigant. C'est une autre forme de cyberintimidation. C'est un crime, il s'est fait arrêter. Il y a eu des enquêtes là-dessus. Mais évidemment,
Je veux dire, les ressources, là, la ressource ultime, c'est nous tous, individuellement, qui peut intervenir, puis qui peut dire à quelqu'un qui dépasse les bornes, « Hey, prends-là une respiration, calme-toi un peu, là, arrête d'écœurer. » Et malheureusement, ça se fait pas. Monsieur Dandenault. Moi, j'ajouterais que oui, il y a des ressources, mais des ressources pour qui? Tu sais, moi, je pourrais dire, oui, il y a des ressources pour les parents maintenant. Il y a des ressources aussi. Je trouve que le GRI fait un excellent travail, mais le travail du GRI, ça va être, entre autres, pour donner des modèles positifs aux jeunes gays, mais ça va être aussi pour montrer aux intimidateurs potentiels de démontrer un petit peu plus de respect et un petit peu plus de sensibilité par rapport à la question. Mais les jeunes gays et lesbiennes qui sont en voie d'être intimidés à l'école, modèle positif, c'est une bonne chose, mais eux, ce qu'ils ont besoin, c'est qu'ils ont besoin de support pour pouvoir, s'ils sont victimes d'intimidation, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme ressources. Puis ça, c'est à ce moment-là que je trouve que ça manque. Si moi, je suis adolescent, j'ai 15 ans, je me fais intimider à l'école, qui j'appelle? Qu'est-ce que je fais? OK, il y a Gay Écoute, il y a des trucs comme ça, mais au-delà de ça, qu'est-ce que je fais, moi, concrètement, pour mettre un terme à ça? Parce que ça prend quelqu'un à l'école, physiquement à l'école, un membre de la direction, un professeur, une ressource présente à l'école qui va pouvoir intervenir. Puis là, à ce moment, ça, c'est défaillant. Puis là, tantôt, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait si on voit qu'un jeune qui est victime d'intimidation, quelles sont les ressources? Souvent, les parents ou quelqu'un qui va être autour de ce jeune-là, qui va poser la question au jeune, 95% du temps, le jeune va répondre « Non, c'est correct, je vais me débrouiller tout seul, je veux pas que tu t'en mêles, je vais me faire plus écœurer, mêle-toi-en pas. » Le jeune va vouloir gérer ça par lui-même, puis souvent la façon dont le jeune va vouloir le gérer, c'est en faisant rien. Parce que le jeune, il va avoir peur que ça va juste envenimer la situation. Le meilleur exemple, c'est quand on est jeune, on se chicane avec son frère, puis qu'on va dire à nos parents « Hey, je me suis chamaillé avec mon frère », bien, notre frère, après ça, va nous donner une méchante volée. Hein? Fait que c'est toujours comme ça. Donc, on s'entend qu'à l'école, ben, on a à peu près le même sentiment. On a l'impression que si on dénonce l'intimidateur, bien, qu'on risque de payer le prix après. Donc, quand on est parent ou qu'on est autour de ce jeune-là, même si le jeune ne veut pas intervenir, ne veut rien faire, faites quelque chose quand même. C'est ça le message que je voudrais surtout passer. Parce que si vous écoutez le jeune puis vous ne faites rien, il n'y a rien qui va se faire parce que le jeune ne saura pas quoi faire, il va juste attendre que ça passe. Mais s'il attend tellement que ça passe puis qu'il décide de, à un moment donné, mettre fin à ses jours, bien là, vous allez vous dire, bien, finalement, j'ai rien fait, mais j'aurais peut-être dû faire quelque chose. Alors, les messages de détresse, c'est pas toujours verbalement qu'ils vont vous les dire. C'est pas toujours quand vous allez leur poser la question. C'est de vraiment prendre les moyens puis d'aider les jeunes autant que possible. Puis la meilleure façon, c'est en commençant par la direction de l'école. Moi, j'ai une liste exhaustive de questions que je pourrais poser, mais je suis curieuse de savoir si vous avez vos propres questions. Donc, Yvan, si tu veux te rapprocher un peu. Merci. Madame Blanc, j'ai regardé nohomophobes.com. Ça m'a révolté. Je n'ai pas regardé trop longtemps parce que ça me donne mal au cœur. Je me demandais, est-ce que les gestionnaires des médias sociaux, Facebook, Twitter, ont des politiques qui permettent d'exclure ou de prendre des mesures à l'endroit d'un utilisateur qui est abusif? Je dirais qu'il y a une grosse faiblesse de ce côté-là. La raison, elle est simple. Twitter, Facebook, leur siège social, c'est en Californie. Ici, on est au Québec. Je dirais que le cas de Jeff Saab, dont je vous ai parlé tout à l'heure, est encore en ligne. Pourtant, il y a eu de nombreux messages envoyés par le SPVM pour qu'on enlève ces sites-là. Mais, je veux dire, si tu prends Facebook, là, ils ont au-delà d'1 milliard d'usagers, puis ils ont une couple de centaines d'employés. Fait que, puis c'est une autre juridiction. Évidemment, si le SPVM fait monter ça à Interpol, qui fait descendre ça à FBI, qui cogne à la porte de Facebook, ça descend assez vite. Et si tu les envoies une lettre d'avocat disant que voici, il y a tel compte qui peut causer un dommage pécunier quantifiable, important, le lendemain matin, là, le compte va disparaître. Il y a aussi, évidemment, la possibilité de reporter via
des boutons de spam ou des boutons de crime haineux ou des boutons de whatever. Sauf que ça, qu'est-ce que tu veux, ça marche pas. Alors, oui, on a une responsabilité. Oui, leur responsabilité, ils n'apprennent pas comme ils devraient apprendre. Puis malheureusement, la loi des grands nombres et la loi du petit nombre d'employés fait qu'il y a des trous, puis ces trous, ils restent là. Alors, je suis triste de vous répondre ça, mais c'est la réalité observable. Est-ce que d'autres panélistes voulaient répondre ou non? Monsieur? Bonjour. Alors, mon nom est Touffé Kelder. Moi, je milite beaucoup pour les droits au niveau des GLBT, pour mon employeur, pour la Fédération des travailleurs du Québec, pour l'Alliance de la fonction publique du Canada. Je suis fonctionnaire fédéral. Alors, ce que j'ai à vous poser comme question... Chanceux! Oui, je vis l'intimidation également. Alors, ce que j'ai à vous poser comme question, c'est une réflexion plutôt au niveau de ce qui s'est passé dernièrement quand il y a eu les 2 campagnes de publicité qui ont sorti au Québec pour contrer l'homophobie ou peu importe, quand on voyait les 2 couples s'embrasser, le couple de lesbiennes, le couple gay. Moi, j'ai été estomaqué de voir la réaction d'un peuple. On dit au Québec que les gens sont ouverts, sont tolérants. Je me rends compte que quand ils sont tout seuls en arrière de leur ordinateur, de voir comment la réaction elle était négative à cette publicité-là. Puis moi, j'en revenais pas de voir tout le chemin qu'on a fait pour être rendu aujourd'hui où est-ce qu'on est. Moi, je dis toujours il faut passer de l'égalité juridique à l'égalité sociale. On est encore très loin de l'égalité sociale. Surtout quand on a un gouvernement, un Harper là, à Ottawa, qui fait de l'intimidation lui-même. Je ne sais pas si vous avez vu les jeunes lui écrire dernièrement à Ottawa face à la publicité négative qu'il faisait à l'endroit de Trudeau. Fait que ça, c'est une autre forme d'intimidation. Puis j'ai une très grosse pensée à mes amis libanais aujourd'hui, en cette journée internationale, parce que c'est pas la même réalité chez nous. Merci. Vous avez tout à fait raison. C'était scandaleux, les réactions qu'il y a eu, notamment parce que, je vais parler contre Québec, mais je suis moi-même natif de Québec, j'ai grandi à Neuchâtel. Mais Jeff Fillion, là, qui a vomi pendant 10 minutes là, contre les fifs qui s'embrassent, puis sa fille qui va être... on n'a pas montré ça à nos enfants. Hey, câlisse, il n'y a pas personne pour lui fermer la gueule. Tu sais, c'est scandaleux. Tu sais. Puis, comme tu disais tantôt, c'est vrai que longtemps dans les médias, on a présenté les gays comme des fofolles, comme des tapettes, comme des estis de fuckés. C'était ça qu'on avait à TV. Puis après ça, tu avais Piment Fort qui en rajoutait une couche. C'est la même chose qui se passe avec les trans. Moi, quand je m'en vais dans les médias puis que je suis une trans qui parle de transsexualité, je suis une freak qui parle de freakitude. Mais si je suis la grande spécialiste d'économie numérique ou des médias sociaux qui passe à RDI Économie, puis qu'il n'y a pas un mot qui est dit sur le fait que je suis transsexuel, c'est là que les menaces de mort arrivent. C'est là que le monde capote. Parce que là, tout d'un coup, on normalise. Tu sais, une trans, là, que ça soit une pute, là, c'est normal. Mais qu'une trans, là, ça soit une professionnelle qui sache de quoi qu'il parle, ça marche pas, là. Tu sais, c'est comme qu'un gay, là, ça soit pas un coiffeur, que ça soit pas une fofolle, ça marche pas. T'sais? Mais ça, ce qui est bien pour ça, c'est qu'il y ait du monde qui se lève debout à un moment donné, qu'il y ait du monde qui fasse des coming out, qu'il y ait du monde qui assume qui ils sont. Puis, moi, j'ai été président d'honneur des célébrations de la fierté gay à Montréal. Puis, ce que j'ai dit dans un de mes discours, j'ai dit, moi, je trouve que les gays se pognent trop le cul dans le village, puis pas assez en dehors du village. Justement, là, pour normaliser l'homosexualité, il faut à un moment donné avoir le courage que 2 personnes de même sexe se prennent la main dans un restaurant, sur le trottoir. Là, je ne dis pas d'aller vous frencher à pleine gueule, là, mais de faire des démonstrations d'affection normales à grandeur du Québec. Puis là, le coup qu'on va être capable de faire ça, puis que ça va être accepté, là, on va avoir avancé. Puis que de plus en plus dans les médias, qu'on représente la diversité de manière positive, au lieu de tout le temps les représenter de manière stéréotypée, de manière attendue, puis que qu'est-ce que tu veux? Un gay, ça doit être un coiffeur, puis une transsexuelle, ça doit être une pute. Ça, si on peut se débarrasser de ça, à un moment donné, on va commencer à évoluer en tant que société. Puis quand il y a des Jeff Fillion, là, qui vomissent sur la différence, qu'il y ait du monde qui se lève debout et qui disent « Jeff Fillion, ferme donc ta crise de gueule. » Bon. Est-ce que les autres panélistes ont quelque chose à rajouter? N'hésitez pas, vous pouvez parler vous autres aussi. Hein? Il y a Mme Papillon qui veut parler. Merci. Je ne veux pas prendre trop de temps parce que je sais qu'il y a plein de gens qui doivent avoir des bonnes questions puis je veux qu'il y ait le temps de poser des questions, mais
En tant que députée fédérale de Québec, puis juste en tant qu'humaine, bien, d'abord, je vous remercie pour un panel qui est tellement d'actualité, mais tellement d'actualité, la cyberintimidation. Bravo à tous ceux qui ont mis la main à la pâte, là. Fantastique. Avec, je pense qu'on a vraiment beaucoup de belles personnes aussi qui ont présenté. Moi, j'ai été très touchée par... je le suis encore, là, en tout cas, par un témoignage qui me dit simplement, moi je suis une alliée depuis tellement longtemps parce que j'ai plein d'amis gays qui m'ont raconté des histoires, j'ai entendu des centaines d'histoires, puis je peux pas comprendre pourquoi qu'on vit encore ces situations-là. Tu sais, vous disiez là, tout à l'heure, c'était comme ça dans mon temps, puis une génération plus tard, c'est encore pareil. Puis je comprends pas pourquoi que ça n'a pas changé. Je comprends... Effectivement, je pense qu'il manque des ressources. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait des investissements. Je pense que le fédéral devrait se botter les fesses, effectivement. Je ne suis pas polie de dire ça, mais en tout cas, oui, on devrait, effectivement. C'est pour ça que nous, par exemple, au NPD, on est 5 députés gays et lesbiennes sur 100 en ce moment. Merci d'avoir proposé la loi C-279 qui vient du NPD. Oui. C'est un landmark et bravo de l'avoir mené jusqu'au bout. Puis on va souhaiter que le Sénat, vous puissiez lui botter le cul aussi. Bien là, on a réussi à le passer justement à la Chambre des communes. Donc, le Sénat, normalement, devrait appuyer notre projet. Il y a eu beaucoup de travail de coulisses pour essayer de faire, justement, de négocier avec les conservateurs pour qu'ils appuient au moins ce projet de loi-là. Parce que plusieurs fois, ils nous passent comme un rouleau compresseur dessus, mais cette fois-ci, je pense qu'on va l'avoir. Puis, je peux pas faire autrement aussi que signaler la présence de Danny Morin, qui est le député qui s'occupe des GLBT, qui est aussi député de Chicoutimi-Le-Fjord, qui a fait un travail exceptionnel par rapport à la stratégie contre l'intimidation, qui est vraiment d'actualité, ce sujet-là. Faut pas attendre qu'il y ait plus de suicides chez les jeunes. Faut agir maintenant. C'est pas quand on est rendu bien trop tard, que ouais, on voyait bien que ça allait pas bien. Faut que tout le monde en mette la main à la pâte. Puis d'autres alliés comme moi, je pense qu'il faut qu'on se mêle de la partie puis qu'on se sente interpellé lorsqu'on voit des situations comme celle-là. Puis il faut les dénoncer. Il faut aider ces gens-là à justement pas rester isolés et vivre des situations comme celle-là. Il faut les aider. Et puis en tout cas, moi, j'ai entendu déjà... Dans les premiers mois que j'ai été élue, j'ai eu des gens qui sont venus à mon bureau, ils ont vu quelques entrevues que j'ai faites sur les GLBT, ils sont venus me raconter des problèmes, puis il y en a pour lesquels c'était la première fois qu'ils s'ouvraient, puis qu'ils racontaient leur histoire, puis je déplore le fait qu'il n'y ait pas eu d'aide avant, puis qu'ils aient vécu ça seul. En tout cas, bref, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci. Je sais qu'il y a une question en arrière, une autre là, mais Marie-Christine du GRI Québec aimerait rectifier une information. En fait, bien, tout d'abord, merci beaucoup. J'ai entendu le nom GRI revenir de temps en temps, puis je tiens quand même à souligner, bon, le GRI Québec, on existe depuis 17 ans maintenant. Il existe 4 GRI au Québec, Montréal, Chaudière-Appalaches, Mauricie-Centre-du-Québec et Québec. Puis on est un organisme dont la mission principale est démystifier l'homosexualité et la bisexualité auprès des jeunes. Donc, c'est vrai que nous, on va dans les classes, on va dans les milieux communautaires pour, bon, offrir des modèles positifs aux jeunes, montrer qu'on n'est pas des extraterrestres avec un 3e bras dans le front. Puis je vois par ici des bénévoles, des mystificateurs. Puis un gros travail qui est fait au GRI Québec. On a une centaine de bénévoles, une équipe de 3 employés qui travaillent d'arrache-pied à tous les jours pour lutter contre l'homophobie. Donc, ce que je voulais rectifier en fait, c'est qu'on offre aussi des services pour les jeunes, des services de soutien et d'accompagnement pour les aider si ils vivent des problématiques d'homophobie ou s'ils se posent des questionnements. Puis l'autre chose que je voudrais dire en fait brièvement, parce que vous sonnez un peu une cloche d'alarme aujourd'hui, puis je pense que ça prend des jours comme ça où on dit « Hey gang, il faut se mobiliser, il faut poser des actions en tant qu'adulte, en tant que société ». Par contre, moi, ce que je vis au quotidien en tant qu'intervenante communautaire, c'est qu'on rejoint entre 5 et 7 000 jeunes chaque année parce que des collèges, des écoles secondaires, des écoles primaires nous ouvrent les portes puis décident de poser des gestes contre l'homophobie en nous invitant, entre autres, en collaborant avec nous. Puis je vois ici, entre autres, Mario Beaulieu du Cégep de Sainte-Foy, qui est un de nos partenaires, un de nos alliés, puis il y en a d'autres. Puis je pense que il y a encore beaucoup de lutte à faire, mais il y a beaucoup de travail qui se fait en ce moment dans les écoles puis dans les milieux jeunesse pour justement
combattre l'homophobie. Puis ça aussi, il faut le souligner, cet effort-là des populations. Il ne faut pas juste être dans un ton alarmiste. Les histoires que vous avez racontées m'ont beaucoup touchée. On en entend au gris quotidiennement. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se mobilisent. Puis ça, il faut souligner un peu tout l'apport positif de la communauté LGBT et de tous les alliés hétérosexuels. C'est important de le dire aujourd'hui. Puis moi, je tiens à vous remercier parce que je collabore avec vous au quotidien. Puis toutes les personnes hétérosexuelles ici qui sont des alliés sont importantes. Puis les personnes de la communauté qui donnent de leur temps. Voilà, c'est tout. Merci, Marie-Christine. D'ailleurs, en parlant des alliés, le GRI Québec a produit une vidéo au sujet des alliés, du pouvoir d'influence et d'action des alliés, qui est accessible sur leur site web, j'en suis certaine, mais aussi sur la page Facebook de GLBT Québec, du groupe Gay de l'Université Laval. Donc, la Madame en rouge, on n'y va pas dans l'ordre, Olivier? Bon, ben, 30 secondes. On s'était dit qu'on voulait que sur YouTube, il y ait 2500 visionnements pour la vidéo des alliés ensemble contre l'homophobie produite par GRI Québec. Et puis, ben, je ne sais pas là, exactement aujourd'hui, mais en tout cas, hier, j'ai vérifié, puis il y en avait plus de 2700. Alors, bravo! Donc, la madame avec le châle rouge, soit vous venez à l'avant ou vous parlez fort. Oui, je parle assez fort, c'est bon. Moi, j'ai 56 ans. Et j'ai avoué mon homophobie l'année passée. Votre homophobie? Juste clarifier, là. Homophobe envers moi-même. D'accord. Homophobie intériorisée. Oui. On va dire consolidée par l'extérieur et l'intérieur aussi. Je suis surprise ce matin de ne pas entendre parler plus au niveau parental. On dit une personne différente, elle sort d'abord d'un foyer, puis elle est conduite à l'école. Ça, c'est les deux voies d'accès possibles pour changer quelque chose au noyau de la société. On dit la société comme pas rejoindre. Une image vaut 1000 mots. Je trouve qu'on n'est pas assez stratégique dans la publicité faite. On veut mettre l'accent sur deux homosexuels qui s'embrassent. Est-ce qu'on met le spot sur des parents qui rejettent leur enfant parce qu'il dit qu'il est homosexuel? Tu sais que les parents et les professeurs et le monde des, on va dire les autorités qui ont une influence sur les jeunes homosexuels, quel regard qu'on voit dans les médias qu'ils portent sur l'homosexualité? Peux-tu voir des regards extérieurs de parents qui aiment son enfant qui est homosexuel? Tu sais, de renforcer par la positive, non pas par la négative. On est allé d'en entendre parler de ça, la négative. C'est d'en entendre parler positivement. Voir des parents qui embrassent sa fille, qui viennent lui confier ce qu'elle vit de drame dans elle. Moi, je suis eu ce sport-là, mais aujourd'hui, j'ai décidé de militer en m'affichant en militant. Je n'ai pas besoin d'aller à la TV, là, mais d'être moi-même, hein, puis de me laisser d'aimer le monde. Puis le milieu scolaire, la même chose. C'est primordial que les professeurs soient même pas engagés s'ils sont homophobes. Hein, à Outre-Pont, dans mon temps, on parlait de misogyne. Les professeurs n'aimaient pas les filles. Bon. On sait que c'est un drame. Alors, c'est vraiment la base, c'est le foyer parental qu'il faut rejoindre. Puis eux autres, les informer, comment c'est pas un chemin d'enfer. L'enfer, c'est de rester enfermé. Parce que c'est ce que j'avais à ventiler. Est-ce qu'il y a des panélistes? Bien, merci beaucoup. En fait, je vous rejoins un petit peu dans ce que vous dites. Puis, tantôt, je parlais de mes parents. Encore aujourd'hui, monsieur, tout à l'heure, parlait de la publicité du Bureau de lutte contre l'homophobie, où est-ce qu'on voit deux hommes, deux femmes ensemble. Aussi, j'ai vu des pubs récemment de Patrimoine Canada qui, je ne sais pas s'ils sont sortis, parce qu'on voyait deux hommes, deux femmes ensemble, mais qui parlaient de l'anniversaire du mariage gay là, qui était adopté en 2005. Parce que je ne sais pas si vous avez vu les vidéos de Patrimoine Canada, mais je trouvais ça assez intéressant. Bref, ce qu'on voit maintenant par rapport aux parents, si c'est surtout des pubs qu'on voit en ce moment du gouvernement du Québec qui passent à la télé, bien, les parents qui ne sont pas nécessairement à l'aise à parler d'homosexualité avec leurs enfants, bien, sitôt qu'il y a une pub comme ça qui passe à la télé, bien, vous pouvez imaginer les commentaires qui se disent à la maison. Et puis, on s'entend qu'une publicité comme ça, qui se veut positive, qui se veut un modèle de normalisation des couples gays et lesbiennes,
bien, aussitôt que ça passe à la télé, puis que l'enfant qui veut s'identifier, puis qui attend ses parents pour dire « Ah, tu te tapettes à la télé » ou change de poste », ou c'est sûr que là, je comprends que le message, c'est un message excellent qui passe en ce moment, mais il y a un autre message qui doit passer, puis c'est vraiment le message d'acceptation par rapport, parce qu'on parle de, oui, que les gays s'affichent un peu plus sur la place publique, comme Mme Blanc parlait tantôt, mais il faut aussi montrer les alliés, comment les alliés acceptent l'homosexualité, comment les parents acceptent l'homosexualité. Puis ça, c'est vrai que c'est pas très présent à la télévision, donc je souhaiterais une plus grande présence des alliés et de la famille autour des homosexuels à la télé. Il y a une demoiselle avec des lumières rouges, oui. Des lunettes rouges qui voulait dire quelque chose. Monsieur en avant aussi. Puis après ça, je vais proposer aux panélistes de conclure avec un mot de la fin. Un peu sujet, c'est qu'on parlait beaucoup des jeunes, de l'éducation qui se fait face à eux. Mais moi, exemple, dans mon vécu, quand j'étais jeune, oui, j'étais intimidée pour des raisons X, mais j'ai eu du support parental, j'ai fait un communion de mes parents quand j'étais plus de 17 ans, dans une longue, ça s'est très bien passé, je remercie encore là parce que maintenant je vis une sexualité complètement faite, sans problème. Mais ça, on parle beaucoup d'aide aux jeunes, tout ça, les choses, ce qu'on peut faire pour eux, mais justement, quand le problème est à la maison, quand les parents sont homophobes ou ont en tout cas des préjugés, il faut que ça continue l'aide, justement, parce que le jeune veut bien s'aider, veut aller chercher plus de ressources, et si à la maison, ça bloque là, qu'est-ce qui se fait, justement, moi c'est plus ça, justement, comment l'aide peut aller chercher quand le problème est à la maison, vraiment. Est-ce que quelqu'un se sent outillé à répondre à la question? Oui, Mme Beaumont. Mais en fait, vous touchez un point extrêmement important. Là. Je vais faire du pouce sur ce que vous dites, puis c'est ce que la dame du gris a dit tout à l'heure aussi, là, sur peut-être un petit message d'espoir, dans le fond, parce que, moi, je vais beaucoup dans les écoles et je travaille beaucoup avec des enseignants et je forme les futurs enseignants, justement, pour la prévention. Je préfère toujours mieux parler plutôt que de la lutte contre la violence et l'intimidation, plutôt de créer des environnements sains, sécurisants et stimulants et acceptants pour tous. C'est beaucoup plus positif et ça englobe plus de choses. Alors, pour rejoindre les parents, la nouvelle loi qui oblige toutes les écoles à déposer un plan de lutte doivent aussi s'assurer qu'ils vont chercher la collaboration des parents dans tout ça, OK? C'est certain que plusieurs écoles nous disent, écoute, on fait des activités spécial pour les parents et les parents participent peu. Alors, je crois que dans les écoles, ce qu'on voit très souvent, ce sont les parents qui n'ont pas vraiment de difficulté avec les enfants et c'est une façon très difficile de les rejoindre. Donc, je pense que la publicité, comme on disait tout à l'heure, avec des messages positifs, d'impliquer vraiment des images parents et enfants et tout ça, je pense que ça pourrait être fort et sans culpabiliser, par exemple, et sans créer un autre effet pervers de la publicité, c'est ça. Ce que je voulais dire aussi, c'est que dans les écoles, on voit une belle mobilisation. Ça va peut-être pas assez vite comme on voudrait. Je pense que ça prend du temps pour changer les mentalités, du temps pour changer les valeurs, mais on sait très bien que les enfants vont faire ce qu'ils voient beaucoup plus que ce qu'on leur dit de faire. Alors nous, les adultes, on chicane sur Internet, on chicane sur le web, on s'envoie promener, on aura beau essayer de faire l'éducation, ils voient quand même ces messages-là. Mais le rôle d'école est tellement important parce que tout à l'heure, quand vous disiez, quand le problème est à la maison, OK? C'est vraiment important que les enseignants comprennent qu'ils peuvent faire tout un changement dans la vie d'un enfant. Parce qu'il y a des élèves ou des jeunes qui ont grandi, qui reviennent dans les écoles et qui viennent le dire à l'enseignant, « Toi, tu as fait la différence dans ma vie. » Donc, pour les enseignants qui disent, « Bon, mais regarde, si ça ne marche pas à la maison, ça ne sert à rien que je fasse de quoi à l'école, ça ne marche pas à la maison. » C'est pas vrai, ça. Parce que tout ce qu'on peut faire, on peut peut-être faire la différence avec les limites qu'on a. Mais l'école, ça peut être un atout, puis ça peut être vraiment une bouée de secours pour certains enfants qui ne retrouvent pas à la maison, justement, le réconfort et le soutien. Donc, puis je pense aussi, comme citoyen, là, on a tous une responsabilité quand on voit un enfant qui souffre ou qui se fait harceler, que ce soit le mien, que ce soit celui du voisin, que ce soit celui à l'aéroport, je ne sais pas moi, à l'épicerie.
On en a-tu conscience? On peut-tu être sensible à la souffrance de cet enfant-là, puis au moins une petite tape dans le dos, ou lui montrer qu'on a compris que c'est pas drôle si on veut pas s'impliquer trop. Donc, je pense que la conscience personnelle, et quand on dit, bon, les enseignants, les policiers, les ci, les ça, c'est sûr qu'il y en a qui sont plus conscients que d'autres, il y en a qui sont plus sensibles que d'autres, il y en a qui ont une meilleure connaissance que d'autres des phénomènes. Et je pense qu'en conscientisant vraiment, en continuant le travail qui a été fait, bien, c'est pas gagné, on va atteindre les personnes derrière les rôles qu'ils ont. Alors, un enseignant, c'est d'abord une personne humaine. Un policier, c'est d'abord une personne humaine. Un politicien, tout c'est d'abord une personne humaine et c'est avec ce qu'on est qu'on intervient, peu importe le chapeau qu'on porte. Voilà. Merci. Merci. Je m'appelle Serge Roy, je suis de la coordination de Québec solidaire, capitale nationale. Et j'aurais d'abord une question, puis ensuite une information. Peut-être qu'au fond, je vais enchaîner avec ce que vous venez de dire, parce que pendant que j'écoutais les témoignages qui portent surtout sur les interventions qui se font dans les écoles, auprès des jeunes, et je pense que c'est fondamental, effectivement, mais dans ces milieux-là, comme dans l'ensemble des milieux de travail, il y a des cas d'homophobie. Je pense que l'an passé, il y en avait été question fortement lors de cette journée-là. Et il y a deux milieux de travail qui sont interpellés dans les propos que vous avez tenus, celui des policiers, celui des enseignants, principalement. La question que je me pose, c'est quel est l'état de situation par rapport à l'homophobie chez les policiers et chez les enseignantes et enseignants? Parce que, vous l'avez dit, ce sont d'abord des personnes humaines, elles font partie de la société générale, elles sont influencées aussi par les messages qui sont diffusés de façon générale. Est-ce qu'il y a dans les corps policiers, est-ce qu'il y a dans les commissions scolaires, les écoles, des plans d'action ou plans de travail pour changer les mentalités aussi chez les enseignantes et les enseignants qui, éventuellement, à moins que vous me disiez l'homophobie dans les écoles, ça n'existe pas chez les enseignants, là, auquel cas je serais agréablement surpris, mais j'irai vérifier, je pense. Et la même chose chez les policiers. C'est la question que je veux poser. L'information que je veux donner brièvement, c'est qu'à Québec solidaire, en ce moment, on a amorcé une démarche d'élaboration d'une partie de notre programme, et dans cette partie-là, il y a toute la question de l'orientation sexuelle. Et... Pardon? La diversité des genres, c'est ma candidate dans ta show qui me rappelle à l'ordre un petit peu. Et donc, il va y avoir, à partir de maintenant, toute une série d'activités où tout le monde, membre, pas membre, peuvent participer pour élaborer notre point de vue sur des questions comme celle-là. Si ça vous intéresse, vous avez juste à écrire à capital-national@quebecsolidaire.net. C'est moi qui s'occupe de ce compte-là. Et on vous invitera, on fera parvenir les invitations quand il y aura des activités dans Tachereau, dans la région de Québec en particulier. Est-ce qu'on voulait répondre à la question de monsieur concernant la conscientisation des policiers ou du personnel scolaire? Bien, effectivement, du côté du service de police de la Ville de Québec, je vais parler pour notre organisation. Je peux difficilement parler pour les autres organisations policières. Mais on a de la formation qui est donnée aux policiers afin de bien comprendre, de bien situer les situations sociales des gens, l'environnement. Est-ce que du côté des policiers, il y a des policiers homophobes? Probablement. On est le reflet de la population. En général, on est comme on disait tout à l'heure, on est des personnes humaines comme tout le monde. On a nos façons de penser, nos façons de voir les choses. Chaque personne est différente. Chaque personne a certaines ouvertures d'esprit. Donc, c'est à chaque individu à s'ajuster, puis à prendre connaissance, puis à s'informer, et à mieux comprendre la situation que chacune des personnes peuvent vivre. Donc, est-ce qu'il y a de l'homophobie? Je n'ai pas le choix de dire oui, il y en a certainement. Mais je ne peux pas l'affirmer, comme je ne peux pas affirmer qu'il n'y en a pas du tout non plus. Donc, comme je le disais, on est le reflet de l'ensemble de la population, que ce soit policier, que ce soit les enseignants. Et du côté de chez nous, on a eu de la formation dernièrement, puis si je ne veux pas m'avancer, mais si je ne me trompe pas, il y a des gens du GRI qui sont venus nous donner de la formation il y a quelques années à nos policiers. Là, il faudrait que, ou un autre organisme qui vient d'encadrement, qui est venu nous donner de l'information à ce moment-là. Mais oui, ça se fait. En tout cas, moi, je me sens en sécurité d'être assise à côté de vous.
Oui, Madame Beaumont. Je peux peut-être répondre rapidement. En ce qui concerne le milieu scolaire, je vais peut-être répondre rapidement. Comme je disais tantôt, en arrière, en dessous du chapeau qu'on porte, il y a une personne humaine. Alors, on en retrouve sans doute aussi dans les écoles. Actuellement, la formation du personnel scolaire est limitée par rapport à la prévention et par rapport à tout ce qui est relations interpersonnelles avec les élèves. On se rend compte que plusieurs enseignants ont de la difficulté à animer des activités plus personnelles, à avoir un contact plus personnel et à répondre, par exemple, à des jeunes qui disent qu'ils sont victimes de violences ou d'intimidation. Et le réflexe, c'est souvent de le transférer au psychoéducateur ou au psychologue ou à la spécialiste dans l'école. Donc, au niveau de la formation, bon, c'est en train de changer, mais ça change encore trop lentement. On enseigne beaucoup des programmes. C'est comme dans beaucoup de formations, c'est très technique ce que les gens ont comme formation et on oublie la relation, la dimension humaine de la pédagogie, de l'accompagnement. Alors, on sait qu'à l'école, l'école québécoise, il y a 3 missions, c'est de socialiser, d'éduquer et de qualifier. Mais de socialiser, c'est celle-là qui est un peu l'enfant pauvre. Mais ce que je vois actuellement dans les mouvements, dans les écoles, il y a beaucoup plus de formations qui s'organisent pour le personnel scolaire et tout à coup, là, on assiste vraiment à une mobilisation. Il y a de la formation continue qui se fait dans les écoles pour ça, à savoir si c'est suffisant et si ça va atteindre tout le monde. Je pense qu'on a encore du travail à faire. Mais je vois que c'est bien démarré, nous. Voilà. De toute façon, c'est la loi. Hein? De toute façon, les directions d'établissement doivent aussi fournir de la formation à leur personnel dans leur plan de lutte pour prévenir et contrer la violence à l'école. Si je peux me permettre, au-delà du milieu scolaire ou du milieu de la police, il existe un programme qui s'appelle Fierté au travail Canada, dont je ne suis pas la porte-parole, mais c'est un programme qui me semble pertinent et d'actualité et qui invite les entreprises à se positionner ouvertement par rapport à la diversité sexuelle et de genre, à sortir cette diversité-là de l'ombre. Je pense qu'ils proposent des outils de formation, des outils d'accompagnement, une espèce de filet, d'un réseau d'organismes, d'entreprises qui adhèrent au programme. Afin d'assurer des environnements de travail qui sont plus inclusifs, d'assurer la sécurité de l'ensemble de leurs employés. Donc, il y a quand même des initiatives à grande échelle là, qui peuvent toucher tous les secteurs professionnels, parce que la question de l'intimidation, de la cyberintimidation, ce n'est pas uniquement une question de milieu scolaire. C'est vraiment... on a parlé beaucoup des valeurs, là, donc je pense que c'est une question de société qui se manifeste dans tous les secteurs dans tous les secteurs professionnels. Donc c'est important quand même d'encourager des initiatives telles que celle-là. Donc, j'inviterai chacun des panélistes à prendre 1 minute là, pour livrer un dernier message concernant la cyberintimidation, l'intimidation. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne en particulier aujourd'hui? Pas tout en même temps. Je vais briser la glace. Oui, allez-y. Écoutez, c'est sûr que, comme policier, je considère que la cyberintimidation, ça a des répercussions qui sont différentes de l'intimidation face à face. Le fait d'être derrière un écran, on a discuté tout à l'heure, avant le panel, là. Le fait d'être derrière un écran pour intimider, peut-être que les gens ont un sentiment d'anonymat, d'invulnérabilité. Et les victimes, quand ils vont recevoir cette forme d'intimidation-là, vont être désarmés, ne sauront pas quoi faire, ne sauront pas vers où se lancer, puis d'aller chercher les ressources. Par contre, ce qui est important dans tout ça, c'est de le dénoncer, cette situation-là, puis de faire le pas pour dénoncer la situation. Parce qu'une fois que c'est dénoncé, puis qu'on est en mesure d'établir une preuve, parce qu'une intimidation face à face, là, si j'intimide quelqu'un, j'y fais peur, puis c'est répétitif, puis que sa façon de vivre change, puis elle est brimée dans sa vie, parce qu'elle a peur de se retrouver face à face avec moi tout le temps, c'est pas tangible. Hein? C'est face à face, c'est sa parole contre la mienne. Alors que si je fais une intimidation à une personne via un ordinateur, ça laisse des traces. Là, à ce moment-là, on est capable d'aller récolter la preuve puis de porter des accusations qui vont être solides parce que les écrits sont là. Donc, il faut que les gens dénoncent cette situation-là. Puis quand on se retrouve dans une situation où il y a une intimidation entre personnes directement ou des personnes qui vont lire sur Internet, sur les réseaux sociaux, de l'intimidation faite aux autres,
n'ayez pas peur de le dénoncer. À partir du moment qu'on prend l'initiative pour une victime, de le dénoncer pour elle, on vient d'enlever un fardeau qui est assez important et on va être en mesure de l'aider à ce moment-là. Ce qu'on dit aux jeunes, là, c'est on s'exprime. C'est le message qu'on passe au niveau des écoles primaires, au niveau des écoles secondaires. C'est sûr que, comme vous disiez tantôt, Mme Blanc, au niveau des adultes, c'est vrai que la police, on n'est peut-être pas assez présent, mais encore, c'est difficile. On va chercher à la base, on va travailler auprès des jeunes pour changer les mentalités. Puis c'est à partir du moment où les jeunes vont prendre ce créneau-là, puis qu'ils n'accepteront pas les formes d'intimidation qu'on va faire un jour que ces gens-là vont être des adultes, puis ils vont être en mesure, eux autres, de dire que c'est pas acceptable. Moi, je dirais, ce qui est positif, c'est qu'on sait au niveau provincial, le ministre de la Justice, en collaboration avec plusieurs des organismes qui sont sur le terrain, ont développé une politique nationale de lutte contre l'homophobie. On a vu les publicités qui étaient comme un des premiers efforts. On souhaite que ces initiatives-là continuent, augmentent, s'accélèrent. Moi, je souhaite aussi que, éventuellement, au fédéral, on ait une suite à ça, que le fédéral s'implique aussi au niveau national. Surtout, je souhaite qu'au niveau national, la réflexion qui s'entame avec M. Harper pour la cyber-intimidation déborde un peu aussi du côté adulte et que ce ne soit pas rien que des vœux pieux ou des tentatives encore de contrôler les lois, mais que ce soit plutôt des ressources qui soient dirigées vers les bons endroits où c'est nécessaire. Puis évidemment, ce qu'il y a de positif, c'est qu'il y a du monde qui sont sur le terrain. On en a nommé plusieurs aujourd'hui. Il y a Guéry, il y a GBLT Québec, il y a la Fondation Jasmin Roy, dont on n'a pas parlé, qui fait beaucoup d'actions dans les écoles. Il y en a plein qui sont sur le terrain, puis qui se retroussent les manches, puis qui changent des choses. Puis en conclusion, bien, la cyberintimidation, oui, ça touche les gays, mais ça touche tout le monde. Ça touche même du monde qui ne sont pas gays. Puis ça, bien, si on veut arriver à ça, individuellement, on a tous un devoir. On a tous un devoir d'agir et de réagir. Puis des fois, vous allez vous dire, là, ouais, mais moi, qu'est-ce que je suis dans la grande masse? Je suis très, très, très petit par rapport à l'immensité du web. Bien, il y a le délit, là, moi, qui disait, si vous pensez que vous êtes trop petit pour changer les choses, essayez de dormir avec un maringouin. Pour ma part, pour finir sur une note plus positive par rapport à tout ce que j'ai raconté tantôt, ce que je trouve intéressant et ce que je voudrais qu'on encourage de plus en plus, j'ai entendu plusieurs histoires dans les écoles secondaires où il y a des petites associations de gays et lesbiennes qui se forment avec le consentement de la direction. Donc ça, j'aurais jamais pu voir ça à mon époque. Alors, je trouve ça vraiment intéressant, ce changement de mentalité-là qui s'opère. Il y a de plus en plus aussi de gays et lesbiennes que leurs balles de finissant se font accompagner par leurs copains, leurs copines, et que sont acceptés de plus en plus par leurs amis, de plus en plus par la direction. Alors, je sens vraiment que les choses changent. Je sens qu'il en reste encore beaucoup à faire, par contre. La cyber-intimidation retarde un peu les choses, selon moi, parce que l'intimidation qu'on avait dans la cour d'école s'est déplacée sur le web. Donc, sur le web, pour contrecarrer ce qu'on peut voir côté cyber-intimidation, c'est aussi mettre de plus en plus de modèles positifs sur le web. Donc, je pense que les modèles positifs qu'on peut avoir avec l'encouragement de direction d'école qui évolue tranquillement, mais sûrement, je pense qu'on est malgré tout sur la bonne voie. Madame Beaumont. Alors, juste pour terminer, bon, la nouvelle chaire de recherche sur la sécurité et la violence en milieu éducatif, son site Internet est ouvert. Alors, c'est nouveau, www.violence-école.ulaval.ca. On est en train de terminer une première cueillette de données parce qu'on fait le monitorage de suivi. Alors, on va avoir des données dorénavant pour pouvoir voir s'il y a vraiment une détérioration, comment ça se passe au niveau de la violence, de l'intimidation, de la cyber-intimidation aussi au fil des ans. Donc, alors, l'impression qu'on a que ça augmente, ce sera comme plus une impression, mais ça va être vraiment plus basé sur des faits et on espère que l'étude va continuer encore à chaque
chaque 2 ans le plus longtemps possible pour pouvoir monitorer le sujet. Et ce que je voulais revenir, ce que Michel a dit tout à l'heure sur l'histoire du maringouin. Alors, comme je disais à des enseignants très souvent, alors, tu peux peut-être pas changer le monde, mais peut-être que tu peux faire une très, très grande différence dans la vie de la personne pour laquelle tu viens d'intervenir. Alors, un par un, ça vaut vraiment la peine. Voilà. Merci. Moi, ce que je ressors de tout ça et ce qui confirme ce que je ressentais déjà, c'est que, bon, au final, la violence, c'est un problème social, que ce soit de la violence homophobe, transphobe ou autre, qui relève d'une dynamique sociale malsaine où on cesse d'éprouver de l'empathie envers autrui, on se déresponsabilise vis-à-vis d'autrui et on déshumanise l'autre. Et bon, l'humanité, d'après moi, est à l'image de qui nous sommes, de ce que nous faisons, de comment nous nous comportons les uns envers les autres, de ce que nous disons, de nos interventions. Et donc, au même titre que les panélistes l'ont déjà fait, je nous encourage à nous responsabiliser individuellement. Nous sommes tous et toutes des agents et agentes de changement. Nous avons tous et toutes un pouvoir d'action et un pouvoir d'influence, et il nous revient d'en prendre conscience et de l'exercer. Donc, à tous les jours, ne serait-ce qu'en regardant la personne qu'on croise sur le trottoir, donc en reconnaissant la présence de l'autre, l'existence de l'autre, lorsqu'on entend des propos homophobes ou des propos violents, peu importe en vertu de quelles caractéristiques, qu'on intervienne. Il m'est déjà arrivé dans un subway d'entendre une personne dire que, bon, telle autre personne était queer, puis bon, c'était utilisé à des fins péjoratives, et je suis intervenue, ça leur a fermé la gueule. Je l'ai fait de façon polie, j'ai vraiment pas manqué de respect, je suis allée vers eux, je leur ai expliqué qu'est-ce que ça avait évoqué chez moi, en étant une personne pansexuelle, ayant un père homosexuel. Et donc, je pense que ça les a incités à réfléchir. Ils ont cessé de parler pendant 3 minutes. Et à la suite de ça, il y a une autre personne dans le restaurant qui est venue me voir, les larmes aux yeux, pour me remercier d'être intervenue, parce que lui n'aurait pas eu le courage de le faire, mais parce qu'il avait été heurté par les propos de cette personne-là. Donc, ça a pris 5 minutes de mon temps, là. Puis, plusieurs années plus tard, je suis encore marquée par cet incident-là. Et ces gens-là aussi, probablement. Donc, je vous encourage fortement à prendre conscience de ce pouvoir-là que vous avez, que nous avons tous, et à l'exercer.